Séduire le Vélodrome, c'est comme gagner un titre. Et oui, et on aimerait bien gagner un titre. Ça, c'est un truc qui me fait mal depuis des années. J'ai presque la larme à l'œil d'en parler. Donc, bon, aujourd'hui, grosse affiche pour l'OM et match très important pour revenir, pourquoi pas, à 7 points des Parisiens. Et oui, on vise la première place. Et surtout pour faire un petit écart avec les Lillois qui ont encore perdu hier. Et on va voir un petit peu dans tous les résultats que ça serait très important de gagner du côté de Nice. Une équipe qui n'a pas perdu à domicile. On va voir ça tout à l'heure sur l'avant-match qui sera encore en fin de vidéo. Et on va commencer par le Mercato. Mais avant cela, on va faire un petit point justement sur le Mercato et sur Amine Gouiri. Alors Amine Gouiri, ça devrait peut-être, probablement, alors c'est pas encore sûr, ne pas se faire du côté de l'OM pour une arrivée pour l'attaquant de Rennes. Mais hier, je vous ai mis un sondage et ce sondage, il est plutôt négatif puisque non, vous ne préférez rien recruter plutôt que recruter Amine Gouiri à 65%. Alors certes, c'est que même pas 600 votes, mais ça représente bien un petit peu la pensée de la Team OM en général, que ce soit sur les réseaux et même sur les commentaires de la vidéo d'hier où j'ai eu très peu franchement, de messages très positifs à l'encontre d'Amine Gouiri. C'est un joueur qui a de la qualité, je le répète encore une fois, je me cache pas de le dire. C'est un joueur qui est bon, voire très bon par moment en Ligue 1. Ce n'est pas le plus dégueulasse. Et moi, j'estime que ça serait un plus en termes de solution. Alors, peut-être pas en termes de neuf que nous, on attend tous. Bien sûr, une pointe magnifique qui marque 30 buts par saison. Ça ne sera pas celui-là, mais ça serait un joueur intéressant, polyvalent pour dépanner cette fin de saison. Pourquoi pas pour un prêt? Pourquoi pas? Sans option d'achat. Ou plutôt avec une option, mais sans obligation d'achat. On va voir ça tout de suite, les amis. On va partir sur quoi? Sur l'introduction. Et allez l'OM. Et pour commencer, une grosse pensée pour le boss, Bernard Tapie, qui aurait eu 82 ans aujourd'hui. Il est disparu il y a un peu plus de 3 ans. Et on a une grosse pensée pour lui aujourd'hui. Voilà, donc merci encore pour tout ce qu'il a fait au club. Donc l'importance qu'a pris l'OM, c'est grâce à lui, depuis que l'OM a gagné cette fameuse Ligue des Champions. Et il y en a encore qui courent après malgré leur investissement faramineux. Voilà, donc grosse pensée, n'hésitez pas à mettre des messages pour le boss. Allez, on enchaîne les amis et on part sur... Petite information pour Greenwood qui passera du côté de Téléfoot en exclusivité pour une interview. Voilà, donc à partir de 11 h sur TF1 pour ceux qui veulent le regarder. Moi, je serai en train de faire dodo parce que je retravaille ce soir. D'ailleurs, on ne sera pas ensemble ce soir malheureusement pour le live. Pour le match, je ne le commenterai pas. Mais je vous ferai une petite vidéo pour le débrief. Elle tombera sûrement quelques heures après le match parce que j'ai pas vraiment de connexion intéressante. Mais trêve de bavardage, partons sur le Mercato. Allez, on enchaîne les amis avec le Mercato. Amine Gouiri. Eh ben, ça s'est refroidi selon l'équipe. Donc, c'est pour cela que je vous dis que probablement, il ne devrait pas venir à l'OM. D'autres médias ont relayé l'information. Donc, on va prendre celle de l'équipe. Et il ne devrait pas venir du côté de l'OM. Alors, Daniel Riolo avait dit qu'il devait venir. Eh ben, apparemment, il s'est trompé. Et l'équipe nous dit non, il ne devrait pas venir. Alors, on va enchaîner quand même sur Amine Gouiri parce que c'est pas terminé. On ne sait jamais. Amine Gouiri a la volonté quand même ferme de rejoindre l'OM selon la minute. Il serait même prêt à tout pour renforcer nos rangs dès que possible. Donc ça serait un renfort. Pour ma part, moi je dis que ça serait un renfort dans le sens où on manque peut-être de solutions offensives. Imaginons, on a une petite blessure. Je l'avais dit qu'on aurait peut-être le choix avec Robinho Vaz ou Jonathan Rowe. Mais imaginons qu'on ait une blessure, une suspension, et si et là, au moins on aurait un joueur de plus. Alors, ça serait peut-être pas pour un transfert sec, peut-être un prêt. Et ça serait intéressant pour finir la saison. Et comme il nous dit Kobe, voilà, on est d'accord, Gouiri, c'est pour pallier la grave blessure plutôt de Carboni, l'absence d'Amin Harit et le départ d'Ismaël Koné. Et oui, on manque de solutions derrière l'attaquant. Ça ne serait pas forcément pour le neuf. N'oublions pas que Mopé est neuf, Robinho Vaz est neuf, Jonathan Rowe peut jouer neuf, lui, Amine Gouiri peut jouer neuf, mais il peut aussi jouer un autre poste, le poste qui est derrière l'attaque. Donc que ce soit Ismaël Koné qui n'est pas là, Carboni qui n'est pas là, Amin Harit qui n'est pas là. Imaginons on n'a pas de Rabiot, qui va jouer à ce poste-là? Et ça serait pourquoi pas ce joueur-là, ou alors Jonathan Rowe bien sûr, mais s'il n'y a pas Jonathan Rowe, ça serait pourquoi pas Amine Gouiri. Donc pour l'instant, eh ben, ce n'est pas fait et ça ne devrait probablement pas se faire. Mais on enchaîne pour vous montrer un petit peu qu'Amine Gouiri, c'est pas un joueur tant dégueulasse que ça. Regardez les 4 saisons d'avant celle-ci. Regardez, c'est 11 buts en 2023-2024, 17 buts en 2022-23, 12 buts en 2021-22, 16 buts en 2020-21. Alors certes, ça comptabilise les matchs en Coupe de France, en Coupe d'Europe, pour les saisons où il en a joué, un match en Coupe d'Europe. Mais quand même, c'est des saisons qui ont plus de 10 buts par saison.
Voilà, donc un joueur à ces stats-là, qui n'est pas vraiment un neuf, qui est joueur de couloir, un peu polyvalent, qui peut jouer en second attaquant, qui peut dépanner à pratiquement tous les postes de l'attaque, je ne dis pas non pour une doublure. Ça ne sera pas forcément un titulaire. Cette saison, il est un peu moins bien. Comme il a dit dans la conférence de presse, je vous l'ai montré l'information hier, il est moins bien depuis la blessure qu'il a eue en janvier l'année dernière. Et ça correspond à ce manque de stats depuis janvier 2024. Il a les stats qui ont baissé. Cette année, c'est 3 ou 4 buts. Il a marqué d'ailleurs contre Monaco hier. Mais c'est un joueur qui a de la qualité. Il ne faut pas dire que c'est un joueur dégueulasse. C'est pas le plus dégueulasse qu'il y a en Ligue 1. Et si vous me dites par exemple qu'un Vitinha est meilleur qu'un Amine Gouiri, eh ben vous vous trompez largement. Je parle de Vitinha, celui qui est passé par l'OM. Donc on enchaîne les amis. Trêve de bavardage avec Amine Gouiri. Et je vous montre vite fait le but qu'il a mis hier, qui est plutôt intéressant. Regardez, il part de côté gauche. Petit 1-2 avec Kalimundo. Non, c'est même pas Kalimundo qui le remet, c'est Seko Fofana. Le petit contrôle un peu manqué, mais la frappe enroulée. Voilà le but d'Amine Gouiri. Vous voyez qu'il est quand même assez efficace devant les buts. Il ne se trompera pas peut-être à l'OM. S'il vient, on ne sait jamais. Pour l'instant, il ne viendra pas, comme Ismaël Koné n'ira pas du côté de Rennes. Rennes refuse Ismaël Koné. Dans le cadre d'un transfert pour Amine Gouiri, l'OM aurait proposé à Rennes, Chancel Mbemba, comme je vous l'ai dit hier, Bamo Maïté, comme je vous l'ai dit hier, Lilian Brassier et Ismaël Koné. Ou plutôt, on ne va pas proposer les 4 en même temps. Au départ, Rennes était bien intéressé par l'Olympien, mais le manque d'investissement du Canadien à l'OM, donc Ismaël Koné, est remonté jusqu'aux oreilles des Rennais, et le club breton ne serait plus chaud pour l'accueillir, selon Ouest France. Donc du côté de Ouest France, plutôt du côté de Rennes, on ne veut plus d'Ismaël Koné et on ne veut probablement plus des autres joueurs puisqu'on ne peut pas les recruter, comme Chancel Mbemba qui ne veut pas aller du côté de Rennes. Il reste peut-être une option avec Lilian Brassier. Voilà, les Rennais sont intéressés, le club est intéressé, mais le coach n'est pas chaud. Je parle de Sampaoli, n'est pas chaud pour recruter Lilian Brassier. Allez, on enchaîne, trêve de bavardage avec Amine Gouiri. N'hésitez pas à répondre votre petit venin pour ceux qui sont énervés de ce que je viens de dire. Je vous en veux pas, il n'y a pas eu d'insulte, mais c'est juste que vous avez été un petit peu trop négatif et sévère envers Amine Gouiri. C'est pas le plus dégueulasse des joueurs que j'ai vu jouer franchement en Ligue 1. Il a de la qualité. Voilà, il a vraiment de la qualité ce joueur. Peut-être qu'il est en difficulté depuis cette année, mais quand même c'est un joueur de qualité. Voilà, c'est pas le plus grand hein, bien sûr. J'attends bien sûr du plus lourd pour l'OM. Voilà, vous savez bien que mes ambitions sont très hautes. Je suis exigeant pour l'OM. Je veux qu'on remonte sur la première place en Ligue 1 et qu'on gagne des trophées. Alors ça passera peut-être pas par Amine Gouiri, mais pas trop de joueurs. Peut-être un joueur comme Bryan Brobé, dont le nom a circulé dans les dossiers pour le remplacement d'Eli Wahi. Mais la somme demandée par l'Ajax était d'environ 30 millions d'euros. Ça a refroidi l'OM qui veut faire preuve de prudence, surtout sur un joueur qui est en difficulté cette saison, comme Amine Gouiri. Certes, vous allez me dire, ouais, mais c'est meilleur qu'Amine Gouiri. Ouais, mais bon, 30 millions pour un joueur qui est en difficulté cette saison et on n'est pas sûr qu'il revienne au très haut niveau qu'il a eu il y a 2-3 ans. Donc, autant ne pas prendre de risques parce qu'à l'OM, on est exigeant et très rapidement. Donc 30 millions, ça fait très cher pour un recrutement d'un joueur qu'on n'est pas sûr pour qu'il récupère son niveau d'avant. Donc voilà, l'OM a botté en touche pour Bryan Brobé. Donc on va abandonner pour l'instant, en attendant que ça revienne, peut-être on ne sait jamais. Pour un autre joueur, et je suis d'accord avec Massilia qui nous met cette information-là, Mathys Tel a disputé 0 minutes sur les 3 derniers matchs du Bayern. J'en avais parlé pour les 2 derniers matchs. Le 3e match, il n'a pas joué encore du côté du Bayern. Mathys Tel, pourquoi pas, pour un prêt. Comme je vous l'ai dit, pour Amine Gouiri, pourquoi pas Mathys Tel, la même chose, un prêt pour finir la saison. Alors ça sera compliqué de mettre une option d'achat, parce que c'est un joueur qui est très très haut en termes de transfert. Il serait évalué à 30 millions d'euros, si je me souviens bien, sur Transfermarkt. C'est un joueur de 19 ans, donc le Bayern Munich veut, pourquoi pas le garder pour l'avenir. Ça m'étonnerait qu'on arrive à mettre une option d'achat pour Mathys Tel, mais pourquoi pas un prêt sec pour finir la saison, pour nous dépanner, et voir pour l'été prochain, investir sur un attaquant, un gros neuf. Je ne dis pas non. Mathys Tel, c'est à peu près le même profil. Degré plus peut-être pour jouer neuf par rapport à Amine Gouiri. Il peut jouer neuf, il peut jouer un peu côté gauche. Il peut dépanner, pourquoi pas, à plusieurs postes. C'est un joueur polyvalent. Il sera plus probablement en termes de neuf pour être titulaire à la place d'Amopé par rapport à Amine Gouiri. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mathys Tel, est-ce que vous pensez que c'est toujours possible? Un autre joueur qui est potentiellement dans les rumeurs, c'est le jeune que vous me citez dans les messages depuis un certain moment, marocain de 22 ans, si je ne me trompe pas en termes d'âge, on verra sur sa fiche Transfermarkt. Le jeune, pas Igaman, oui c'est Igaman, son vrai nom c'est Igaman, je croyais que c'était Imagan, non c'est Igaman, de son prénom Hamza. Hamza Igaman, attaquant des Rangers, donc Glasgow Rangers. Il y a un supporter des Glasgow Rangers, Clément Out, qui nous dit quoi? Marseille est sur Igaman et le club veut environ 25 millions de livres. 25 millions de livres, pas à lire, 25 millions de livres, ça fait très très cher. Ça correspond à 28 millions d'euros environ. Donc ça ferait trop cher pour ce jeune joueur qui vient
d'émerger cette saison-là. Voilà, c'est la première saison en Europe. Il a marqué quand même plus de 10 buts. On va voir ses stats tout à l'heure. Et derrière, il y a Ryan Messaoui qui demande à Akos, pardon. C'est un journaliste marocain qui est intéressant, qui passe souvent sur Football Club de Marseille. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est en dessous pour savoir si c'est vraiment une vraie information. Et il nous dit quoi? Juste une prise d'info pour le moment. Donc ça veut dire que l'OM est peut-être intéressé. Peut-être s'est intéressé. Et ça date d'il y a une semaine. Derrière, la tribune qui revient sur cette information hier, ils nous disent, comme indiqué dans leur vidéo, l'OM suit d'autres attaquants. Et notamment Hamza, pas Imagan, mais Igaman, l'attaquant des Glasgow Rangers. Pour le recrutement du 9, cet hiver, l'OM ne veut pas investir lourdement plus de 15 à 20 millions d'euros cet hiver. Comme je vous l'ai dit maintenant, autant garder son argent d'Eli Wahi et investir lourdement pour cet été. Prendre un joueur qui serait peut-être probablement moins cher que les 25 millions de livres qu'il a dit l'autre tout à l'heure. Je pense que si c'est un recrutement pour ce jeune qui émerge cette année, ça sera aux alentours des peut-être 10 millions, peut-être 15 maximum. Mais moi, franchement, je ne sais pas si je miserais 15 millions pour un jeune qui émerge pour une première année. Il a peut-être de la qualité, vous allez voir dans une vidéo tout à l'heure, mais c'est un joueur qui fait sa première saison en Europe. Et en plus, en Écosse. En Écosse, vous savez très bien, quand tu arrives au Glasgow ou au Celtic, tu domines tes adversaires. Et si tu es un attaquant, tu vas forcément marquer des buts. Il a de la qualité. On va le voir dans la vidéo tout à l'heure. Et on voit ses stats en dessous. C'est 26 matchs, 13 buts, 3 passes D avec les Rangers cette saison pour 1460 minutes. Il a un ratio de 112. Donc un but tous les 112 minutes ou une stat tous les 112 minutes. Pour son profil en général, donc Hamza de son prénom Igaman, 22 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va avoir 23 ans en novembre. 1m81, il n'est pas très grand, mais il est costaud, surtout du bas du corps, vous allez voir dans le descriptif de ses datas. Avant-centre, il peut jouer dans tous les postes devant l'attaque, surtout côté gauche, vous allez voir, un peu le même profil que les joueurs qu'on a vus précédemment, Mathys Tel, Amine Gouiri, degré moindre par rapport à Amine Gouiri, qui est plus un ailier qu'un attaquant de pointe, je dirais, que lui est plutôt un attaquant de pointe de base. Donc Glasgow Rangers 2029, son contrat, des sélections avec le Maroc, mais les U23, 6 sélections, 2 buts. Voilà, il peut jouer avant-centre, comme je vous l'ai dit, en premier poste, ailier droit, ailier gauche, pour le jeune Hamza. Maintenant, regardons ses stats en général pour toute sa carrière. Il n'a pas beaucoup joué, il vient de découvrir l'Europe, il a joué 19 matchs en Premiership, donc c'est le championnat écossais pour 9 buts, une passe D. Il a joué en Europa League quand même, à noter. Donc il a déjà découvert le très très haut niveau. Voilà, on parle du très haut niveau pour le championnat écossais, ou haut niveau si vous voulez, et le très très haut niveau pour l'Europa League qui est un très très haut niveau quand même. Et il a marqué quand même 4 buts en 5 matchs. Voilà, c'est quand même un ratio intéressant pour le jeune Igaman. Donc 2 matchs en League Cup pour 0 but, une passe décisive pour le jeune Marocain. Voilà, vous voyez donc son profil. Il peut jouer avant-centre, 53 matchs dans sa carrière pour 19 buts, 9 passes décisives. Et le reste, c'est 3 matchs par-ci, 3 matchs par-là. Donc c'est vraiment un attaquant de pointe. Mais il a un profil complètement différent de ce qu'on peut penser, puisqu'il a un profil où il descend beaucoup dans le jeu pour participer au jeu. Comme il nous dit Data Scout, très bonne data, il nous dit Hamza Igaman du Botola à Star des Rangers. Donc Botola, c'est le championnat marocain. Il n'y a qu'un pas. Auteur de 7 buts sur les 6 derniers matchs, il est devenu indispensable aux Rangers. Décroche beaucoup. Voilà, c'est pas un attaquant qui reste dans la surface, c'est un attaquant qui participe au jeu. Pour participer au jeu, notamment sur le côté gauche. Donc il est un petit peu décalé côté gauche. Une puissance incroyable dans le bas du corps, petit bison. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on voit les datas de plus gros ici. Voilà, vous avez les datas qui correspondent au championnat écossais par rapport aux buteurs écossais. Et on voit que tout ce qui est en vert, ça veut dire qu'il domine les autres attaquants du même championnat. Tout ce qui est en rouge, par exemple en orange plutôt proportion touche dans la surface, c'est qu'il touche moins de ballons que les autres attaquants écossais. Il touche moins de ballons, 30% moins que les attaquants du championnat écossais. Vous avez compris ce que je voulais dire. Dans les courses, c'est pareil. Il est dans la moyenne, donc 55%, c'est va dire 50%, c'est pratiquement pareil. Vous voyez un petit peu le profil. Donc c'est un joueur qui participe beaucoup au jeu, qui va surtout se décaler côté gauche et qui va toucher moins de ballons dans la surface. Donc il va être plutôt à être en dehors de la surface pour participer au jeu. Et quand il va marquer des buts, il est capable de marquer des buts de loin. Voilà pour la vidéo, ça parle d'Hamza Igaman comme il dit GP13 et vous voyez donc c'est un joueur, bon là il est dans la surface mais il est capable de marquer de loin aussi. On va le voir de là peut-être, une frappe de loin, voilà il dribble le joueur à l'entrée de la surface, non on le voit pas. Donc là on voit encore une frappe de loin, donc voilà la belle frappe. On va le voir aussi en début de vidéo, je crois qu'il met un but de loin. Voilà, je peux pas vous montrer trop parce que sinon il y a les droits d'auteur. On voit que c'est un joueur capable d'éliminer, un joueur qui a de la qualité technique, vitesse de balle, vitesse de pointe plutôt, et la frappe de loin, voilà. Donc une grosse frappe, une grosse qualité de dribble, une grosse qualité de percussion et un joueur qui tient sur ses pattes. Donc un joueur intéressant
À voir maintenant si on doit investir lourdement sur un joueur qui émerge juste une saison en Europe. Voilà, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous investirez plus de 10 millions d'euros pour Hamza Ingaman? Je ne suis pas sûr. Moi, je ne sais pas si j'attendrai pas de prendre un joueur plutôt en prêt. Voilà, si on peut mettre par exemple un prêt pour Hamza Ingaman, ce qui m'étonnerait parce qu'il est fort du côté des Rangers et ils veulent peut-être le garder pour finir la saison. Je pense que s'il le lâche, ça sera pour un transfert sec et récupérer de la maille. Donc pour ma part, est-ce que vous pensez qu'un prêt avec une option d'achat énorme de 10-15 millions d'euros pour un joueur comme ça est faisable? N'hésitez pas à me le dire. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui est visé par l'OM et qui a été visé par l'OM ou qui est encore visé peut-être. C'est lui. Alors lui, ça serait vraiment intéressant dans le terme de profil que je suis intéressé par rapport aux joueurs que je vous cite à chaque fois. Des joueurs à fort caractère, à forte expérience européenne au très très haut niveau. Lui en fait partie. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Hermoso, un joueur qui est passé par l'Atlético. Voilà, donc c'est quand même un gros club européen. L'OM a exploré le profil de Mario Hermoso. Cette année, il est à l'AS Roma, 29 ans, donc il n'est pas totalement cuit. Ces dernières semaines, donc on a suivi un petit peu le joueur, on s'est intéressé au joueur ces dernières semaines. Cela dit, le joueur est actuellement en négociation avec Leverkusen, qui ont de l'avance sur le dossier. Mais imaginons que ça ne se fasse pas du côté de l'Allemagne, et imaginons qu'il y a un départ du côté de notre défense. Pourquoi pas ce joueur-là pour remplacer nos joueurs? Parce qu'il est gaucher, on va le voir dans son profil, et il pourrait remplacer tous les gauchers qui sont sur le départ, que ce soit Brassier, et c'est tout. Parce que finalement, en termes de départ, il n'y aurait que Brassier. Et c'est ce qu'on recherche à ce poste en défense. Du côté de son profil, on y va tout de suite. Donc 29 ans, comme je viens de vous le dire, 1m84, défenseur central, Espagne, c'est un Espagnol. 5 sélections avec l'Espagne, avec la Roja. 2027, son contrat du côté de l'AS Roma. 10 millions de valeur Transfermarkt, on descend un petit peu. Il est gaucher et surtout une donnée importante, c'est à base. C'est à base, vous savez ce que c'est? C'est l'agence de Pablo Longoria. Où est Pablo Longoria? Où est Valentin Rongier aussi? Et d'autres joueurs encore, d'autres personnes importantes de l'OM ou pas. Défenseur central, arrière gauche. Il peut n'être aussi sur le côté gauche, même si c'est vraiment un défenseur central de base. Il est plutôt à comparer à un joueur comme vous connaissez tous, Hernandez de Paris. Voilà, celui qui était pour Marseille quand il était jeune et maintenant qu'il joue à Paris. Donc c'est un joueur qui peut ressembler à ce profil-là. Il a une excellente relance de balle, donc jeu court, jeu long. Il a un physique qui est 1m84, qui est plutôt dans la moyenne des défenseurs, mais il tient sur ses pattes et au duel, il y va au tampon. Donc c'est un joueur qui a joué à l'Atlético plusieurs matchs, on va le voir dans sa carrière. Donc c'est un joueur qui va envoyer du lourd et c'est un joueur qui serait très très complémentaire à notre défense. Que ce soit lui avec Balerdi dans l'axe et à droite, Luis Felipe Ramos, quand il prendra la place de Murillo, s'il la prend, parce que c'est pas sûr encore, ça pourrait nous donner une défense quand même de fer, pourquoi pas, pour la prochaine saison. Donc 10 millions de valeur Transfermarkt, on va voir si on peut investir cette somme-là. Il est arrivé libre du côté de l'AS Roma, puisqu'il était parti libre de l'Atlético Madrid. On va voir maintenant cette saison, il est en difficulté du côté de l'AS Roma, il n'a joué que 13 matchs ou 13 apparitions pour 622 minutes, un but du côté de la Serie A, ou plutôt en Europa League il avait marqué. Sa carrière, maintenant on regarde un petit peu, sa carrière c'est 185 matchs du côté de l'Atlético, si je me trompe pas, à moins qu'il ait joué dans d'autres clubs. Il a joué à l'Espagnol Barcelone, donc il a joué 174 matchs, vous l'avez ici, juste derrière moi, 174 matchs avec l'Atlético pour 10 buts et 6 passes D. Donc il a joué en Champions League, 29 matchs, vous voyez en jaune là, 29 matchs en Champions League. Voilà, je sais même pas si on a un joueur qui a autant de matchs en Champions League dans notre dans notre équipe. Maintenant il y a Rabiot, il y a Hojbjerg, j'allais oublier, mais ça apporte de l'expérience. Ça apporte plus de vécu. Et ça pourrait un petit peu entourer Balerdi. Vous savez, Balerdi, il est critiqué par rapport à son saut de concentration. Mais si tu lui mets des cadres à ses côtés, peut-être qu'il n'aura plus ses sautes de concentration. Peut-être qu'avec un cadre comme lui, comme Luis Felipe Ramos, ça lui apportera un petit peu de vécu en plus, une expérience en plus à côté de lui. Peut-être qu'il se lâchera encore plus. Je parle de Balerdi. En Serie A, il a joué 8 matchs. En Coupe du Roi et Europa League, il a joué tous ces matchs-là. Ouais, c'est un joueur qui a plus de 300 matchs dans sa carrière de très très haut niveau. Il a marqué quelques buts. C'est un joueur qui monte un petit peu aussi. Il n'hésite pas à monter sur les corners. Il n'hésite pas à mettre sa tête. Il n'hésite pas à jouer long. Il n'hésite pas à jouer court. C'est un joueur qui a une forte relance court et longue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un bon pied gauche. Maintenant, il y a un petit souci, c'est son salaire. Il a un gros salaire, comme vous voyez là, 124 000 exactement par semaine, ce qui correspond, si on fait par mois, 125 000 x 4, faites le calcul de votre côté, j'ai pas calculé, ça fait plus de 500 000 et ça fait 6 millions pardon, par an. Donc ça fait un gros salaire, ce qui correspond au meilleur salaire de l'OM s'il vient à l'OM. Par contre, vu qu'il ne joue pas à l'AS Roma, peut-être qu'il peut faire un effort et baisser son salaire. Pardon.
Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir un joueur de ce caractère, de ce niveau-là, du côté de l'OM. Un autre joueur qu'on avait visé dernièrement, c'est Fagioli. L'OM aimerait un prêt de Nicolo Fagioli, le milieu de terrain de la Juve, qui ne joue plus beaucoup du côté de la Serie A, du côté de la Juve, avec une option d'achat, mais la Juve veut des certitudes sur son éventuelle vente l'été prochain. Donc la Juve veut plutôt de la maille, et ils veulent, pourquoi pas, le vendre l'été prochain. À moins que l'OM mette une option d'achat pratiquement obligatoire, ou obligatoire directement, pour l'acheter l'été prochain, je ne le vois pas arriver à l'OM, c'est ce que veulent la Juve. Donc on va suivre ça de très près. Donc Fagioli, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse encore une fois. Pour Zalewski, j'en ai parlé hier. Donc le Polonais est toujours suivi par l'OM. On s'intéresse à lui. On essaye de s'arranger avec le club de la Roma pour le faire venir à l'OM. C'est pas terminé, nous dit Di Marzio dans son petit article qu'il a écrit. Voilà, c'est assez résumé assez rapidement. On s'intéresse toujours à l'OM. Mais c'est marqué que l'OM essaye de s'arranger avec le club italien. Maintenant, parlons de quoi? Parlons de sportif. Et on part sur le match, le choc du Sud, avec le match Nice-Marseille. D'abord, regardons les résultats qu'il y a eu hier. Alors que je vous fais la vidéo, il est que 9 h, il n'y a pas encore les autres résultats. Il y a eu Auxerre qui a joué vendredi, Monaco qui a gagné contre Rennes, malheureusement, malgré le but de Guiri. La victoire de Strasbourg face à Lille qui nous fait plaisir. Et le match nul qui nous fait plaisir de Reims du côté des Parcs des Princesses. Donc ça fait 2 matchs qui font plaisir sur 3. On va dire, on est plutôt encore bien lotis. Et si l'OM gagne, ils pourront mettre un petit écart encore aux Lillois et revenir un petit peu, grappiller quelques points. 2 points de grappiller, c'est pas mal pour les Parisiens. Regardons maintenant du côté du classement avec les Niçois et les Marseillais. Donc les Marseillais qui sont deuxième à 10 points des Parisiens avec un match en moins. Si l'OM gagne, on revient à 7 points des Parisiens. Mais encore Monaco, donc on a 3 points, donc 6 points de Monaco. Donc si on fait le calcul avec les Lillois, ça mettrait à 8 points les Lillois. Et derrière les Niçois qui resteraient donc à 10 points. Si on gagne, on met à 10 points les Niçois, à 8 points les Lillois, à 6 points les Monégasques. Et ça ferait quand même un sacré écart. Ça ferait plus de 2 matchs d'écart par rapport aux poursuivants. Pour les premiers, ça nous mettrait entre deux en fait. On serait entre deux, entre Paris et les poursuivants. Voilà, on serait un petit peu. Est-ce qu'on doit viser plus haut ou plus bas? Voilà, moi je veux viser plus haut, plutôt. Voilà, donc moi je regarde plutôt plus haut. Voilà, donc pour le classement, maintenant on enchaîne avec les compositions d'équipe venant de l'équipe, justement, avec la même compo que je vous ai montré hier, avec Rouli au gardien, Murillo en défense qui revient de blessure, Balerdi en capitaine dans l'axe, Cornelius qui remplace encore Kondogbia qui est absent, Merlin à gauche, Luis Enrique à droite en termes de piston, Valentin Rongier qui nous revient de blessure et ça nous fera du bien, excessivement du bien, Pierre-Emile Højbjerg, Rabiot, Greenwood derrière, Neal Maupay puisque bien sûr Eli Wahi est plus là, et le jeune Robinho Vaz qui sera sur le banc. Voilà, pourquoi pas rentrer en deuxième mi-temps et pourquoi pas avoir encore du temps de jeu. Parce que si Neal Maupay refait une même prestation qu'il a fait dernièrement sur ses derniers matchs où il ne convainc pas, surtout dans la surface, j'estime que Maupay ne fait pas tant de matchs dégueulasses que ça. C'est plutôt qu'il manque un petit peu de présence dans la surface. Comme je vous l'ai dit, depuis le début, certains disent « Ouais, Maupay, il est bon, il est bon, il est bon. » Et moi, j'avais mis ce petit point-là, voilà, ce petit point-là en avant, comme quoi on ne le voit pas assez à la réception des centres, assez à la réception des passes dans la surface. On ne le voit pas beaucoup tirer. Et c'est ce que je vous ai montré hier dans la stat. Il n'a pas tiré depuis 3 matchs. Je parle de Neal Maupay. Donc attention à Maupay, parce que s'il continue comme ça, comme il a dit de Zerbi, lui met les joueurs qui méritent de jouer. Et si Robinho Vaz monte encore en pression et montre ce qu'il a montré sur les 2 rentrées qu'il a fait contre Lille et Strasbourg, attention que Vaz ne prenne pas la place de Neal Maupay, titulaire directement. Peu importe l'âge, peut-être que Robinho Vaz rentrera encore en deuxième mi-temps, directement à la mi-temps. Regardez du côté maintenant de la compo, du côté de la Provence, parce qu'il y a une différence, c'est qu'ils nous mettent le suspendu en cas de carton jaune. Et oui, ou rouge, pourquoi pas, c'est Valentin Rongier. Attention, parce que Rongier, on a vu, quand il n'est pas là, ça fonctionne pas. Quand il est là, ça fonctionne, on ne perd pas. Donc la compo c'est la même, voilà, donc du côté des Niçois c'est la même, je ne vais pas vous la remontrer. Voilà, c'est juste pour vous montrer cette petite donnée importante. Valentin Rongier, attention à lui. Maintenant, faisons un petit focus sur quelques joueurs de l'OM, avant de partir sur cette fin de vidéo et les stats. Donc ce petit focus, je viens d'en parler, c'est justement entre Robinho Vaz et le petit Neal Maupay. Je parle Neal Maupay de taille. Neal Maupay part avec une longueur d'avance, certes, je viens d'en parler, sur Robinho Vaz pour débuter en pointe à Nice. Après avoir célébré son but lors du match aller, il peut se préparer à avoir les oreilles qui bourdonnent dans un stade que les Marseillais imaginent hostile. Et oui, parce qu'il a joué à Nice plusieurs années, il a été formé à Nice. Donc ça va être un match particulier pour Neal Maupay. Est-ce qu'il va réussir
à résister à cette pression-là, parce que quand même, c'est dans sa ville de cœur. Est-ce qu'il va pas perdre ses nerfs et derrière perdre sa place par rapport à Robinho Vaz dans la rencontre au moins, et derrière pourquoi pas pour les prochains matchs. Attention, hein, parce qu'imaginons qu'un petit Robinho Vaz rentre et claque un but, pourquoi pas Robinho Vaz titulaire pour le match d'après. Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne avec un autre focus, celui de Luis Enrique. J'avais envie de parler de Luis Enrique qui est passé du côté de l'équipe et il nous a fait une belle interview. Je vais vous passer 2 petits passages comme celui-ci qui est intéressant. Quand il est arrivé, il a dit aux dirigeants qu'il comptait sur moi. En parlant de Roberto De Zerbi, qui a dit du bien quand il est arrivé. Il avait vu des matchs, donc Roberto De Zerbi avait regardé les matchs de Luis Enrique et il a dû sentir que j'avais le profil pour participer au développement de son équipe. Lorsqu'un coach compte sur vous, ça vous donne plus de motivation. Dès les premiers entraînements, je me suis défoncé et j'ai eu du temps de jeu pour lui rétribuer sa confiance. C'est une belle revanche car cet été, je ne pensais pas rester. On s'en souvenait, on était un petit peu entre deux. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va rester? Lui se voyait partir de l'OM. Et c'est grâce à De Zerbi, quand il est arrivé, il a dit « Écoute, j'ai vu plusieurs matchs que tu as fait et franchement, tu es intéressant. Je veux te tester. » Et il a testé, ça a fonctionné, il a marqué dans les matchs de prépa, il a marqué dans les matchs de début de saison et il a fonctionné directement. Ça, c'est une donnée importante à prendre en compte. De Zerbi qui est important pour le fait que Luis Enrique reste à l'OM. Il y a aussi une donnée importante, comme je vous l'ai parlé en début de saison, c'est la naissance de son 2e enfant, le rapprochement de sa famille quand il est parti en prêt à Botafogo au Brésil. Tout ça, c'est important, tout ça se goupille. Et l'importance aussi de Pablo Longoria, qui a toujours pris de ses nouvelles, que ce soit à Botafogo ou à Marseille quand il était là en difficulté. Donc l'importance de beaucoup de choses qui ont permis d'avoir un joueur qui commence à se confirmer, s'affirmer à l'OM, qui prend de l'expérience petit à petit. Et on espère pourquoi pas l'année prochaine qu'il reste et qui s'affirme aussi au niveau Ligue des Champions. On ne sait jamais, ça peut être la surprise qu'on ne s'y attendait pas. Il y a l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, eh ben, on le critiquait, tout le monde l'appelait, certains l'appelaient Luis Merdique. Maintenant, c'est un autre nom hein, qu'on va l'appeler, c'est Luis Enrique pour l'instant. Est-ce qu'il a un surnom? Alors là, je suis un petit peu fatigué, je sais pas, n'hésitez pas à me dire son surnom s'il en a un, mais je crois pas qu'il en a encore un. Allez, on va lui en trouver un, vous inquiétez pas. Allez, pour Luis Enrique qui nous dit quoi aussi? Il nous dit dans cette interview, séduire le Vélodrome, c'est comme gagner un titre. Et oui, et on aimerait bien gagner un titre. Ça, c'est un truc qui me fait mal depuis des années. J'ai presque la larme à l'œil d'en parler. Donc, un titre à gagner. Voilà, séduire le Vélodrome. Et il nous dit quoi? Avant, il y avait une sorte d'énergie négative. Je viens d'en parler. On le critiquait plus qu'on ne l'encensait. Maintenant, les supporters me poussent. Ils me demandent de tenter des choses, comme contre Lille en Coupe de France. Et oui, c'est lui qui marque le but égalisateur. Ça a permis d'avoir les tirs au but. Certes, on perd, mais c'est grâce à lui. Ce but qu'il met, en plus, il est exceptionnel. Comme le but face à Nice au match aller. D'ailleurs, les 2 joueurs que j'ai fait les focus, Neil Maupay, Luis Enrique, je parle pas de Robinho Vaz, je vais mettre Neil Maupay et Luis Enrique, c'est les 2 qui ont marqué au match aller. Et c'est un signe? Peut-être. Peut-être qu'ils vont marquer encore ce soir. D'ailleurs, dans mon pronostic, j'ai donné 3-2 pour l'OM, but de Luis Enrique, Neil Maupay pour répondre présent, et Greenwood, le 3e. Ça me file les frissons, nous dit Luis Enrique. Dans le vestiaire, on se dit qu'on a de la chance de jouer face à un tel public. Ce n'est pas simple, mais celui qui supporte une telle pression, il est capable de jouer n'importe où, nous dit Luis. Séduire le Vélodrome, c'est comme gagner un titre. Voilà, gagner un titre et on veut gagner un titre. Pourquoi pas cette saison? Petite donnée importante pour les supporters, donc force à tous les supporters qui n'ont pas pu se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer, avec l'interdiction encore une fois, l'arrêter, ci et là. Malgré les interdictions, moi je rajoute, il y en aura toujours de partout. Les supporters olympiens, ils seront dans tous les stades, peu importe où vous êtes, Saint-Etienne, Lyon, Nice, et peu importe tous les stades où ils sont interdits, ils sont toujours dans les stades se faire entendre. Force aux supporters olympiens. Et là, on a le petit dessin de Hostie de la Provence qui nous met ce dessin qui est magnifique. Je vous le mets en plus gros là, hop, je vais l'agrandir. Les supporters marseillais, interdits de déplacement à Nice. Des Marseillais peuvent être mélangés, nous dit le CRS, parmi les Niçois. Pour les repérer, facile. S'il y a de l'ambiance, ce sont des Marseillais. Et oui, parce que les Marseillais vont mettre plus d'ambiance que les Niçois dans leur propre stade. Comme dans tous les propres stades de toutes les équipes de fraude de Ligue 1. Allez, on enchaîne avec les stats, les amis, pour terminer cette vidéo. Les statistiques importantes. 12. L'OM est invaincu lors des 12 de ses 15 derniers duels face à Nice. 10 succès, 2 nuls, 3 défaites. 2,4. L'OM a pris 2,4 points par match contre les équipes occupant actuellement la première partie de tableau en Ligue 1 cette saison. 19 points en 8 rencontres. C'est quand même une belle stat, une belle donnée celle-là. Voilà, parce que contre les grosses équipes, on a beaucoup de points. Franchement, 2,4 sur 3, c'est énorme. C'est énorme. Par le passé, on n'y arrive pas contre les gros. Cette fois, on y arrive. On y arrive contre les gros. Et on commence à arriver contre tout le monde. C'est ça qui est bon. 30. Nice, 30 en 2024, 25. Et l'OM, 37.
ont atteint au moins 30 points après 18 matchs d'un exercice de Ligue 1 à 3 reprises sur les 4 dernières saisons. Seule exception en 2022-23 pour le l'OGC Nice et en 2023-2024 pour Marseille. 6. Nice a inscrit 6 buts sur des contre-attaques cette saison en Ligue 1. C'est le meilleur total du championnat. Alors, est-ce qu'ils vont jouer en contre aujourd'hui? Ils sont dans leur petit stade. Je sais pas comment ça va se dérouler cette rencontre-là. Est-ce que l'OM va prendre la possession? Je pense que oui, on a souvent la possession de balle face à des équipes inférieures à nous. Voilà, je parle pas des Parisiennes, des Puputiennes, puisqu'on leur a donné le ballon, on n'a pas joué. Mais contre Nice, on risque d'avoir encore la possession, à moins que Nice veuille la possession, peut-être, parce que c'est une équipe quand même importante de Ligue 1 cette saison. Voilà, ils font une belle saison cette saison. On va pas dire le contraire. Ils sont 5e au championnat. Vous avez vu le classement tout à l'heure. Ils peuvent revenir à 3 points s'ils gagnent chez eux. N'oublions pas, ils sont invaincus dans leur petit stade. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais ils sont invaincus dans leur stade. Attention à cette donnée-là importante. Nous, on a perdu un match à Strasbourg. Et cette équipe-là, c'est vrai que De Zerbi en a parlé dans la conférence de presse, ressemble un petit peu comme un Strasbourg un peu plus expérimenté. Parce qu'il y a des joueurs beaucoup plus vieux, comme Dante, comme d'autres joueurs derrière. Donc, un peu plus expérimenté. Attention, ça peut être un peu compliqué pour l'OM, même si je vois l'OM gagner avec beaucoup de buts. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour cette rencontre. Et la dernière donnée qui est négative, avant de partir sur le gros écran, c'est la commission de discipline de la FFF qui pourrait infliger un match à huis clos avec sursis à l'OM après les chants jugés homophobes entendus lors du OM Lille, selon RMC Sport. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. On se retrouve sur le gros écran et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de dimanche. Vive le foot chez Sabache Foot, donnez-moi votre prono. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous. Je ne l'ai pas mis l'alerte depuis un très long moment. Voilà, abonnez-vous, c'est gratuit, juste en dessous, tu cliques, abonner, c'est gratuit, tu cliques. Le petit like, le petit dislike si tu n'aimes pas la vidéo, la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et puis partage si tu as envie. Allez, encore une fois, vive le foot chez Sabache Foot, et surtout, j'ai du mal ce matin, allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao.